Vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd'hui semble se diviser. Avez-vous l'impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail, finalement, le monde qui vous entoure? Dans cette nouvelle émission, vous allez embarquer dans l'univers de l'ingénierie sociale, ou comment on fabrique votre consentement. J'ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes. Le but du voyage ? Comprendre d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui. Votre mode d'emploi, le connaissez-vous ? Le premier train est prêt à partir et vous emmènera à travers 10 étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. Vous. Alors les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si finalement, le monde était sous hypnose ? Bienvenue dans la première étape du voyage. Bienvenue dans l'ingénierie sociale. Premièrement, la distraction. Quoi de mieux qu'un peuple distrait ? Vous aimez la télévision ? Les séries ? Les émissions ? Finalement, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on ne décroche plus. Des heures passées à ingurgiter sans résistance. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en mode distraction, vous êtes en état d'hypnose et votre esprit critique s'est envolé. Finalement, quoi de mieux qu'un peuple distrait ? Ça laisse la place pour préparer le terrain quand l'heure sera venue. Fabriquer votre consentement, on avait 10 étapes qui étaient bien distinctes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer étape par étape pour aller plus en profondeur, puisque là, on a vraiment besoin d'aller chercher les raisons aujourd'hui de notre état de société. Comment ça se fait que maintenant, on ne peut plus questionner? Comment ça se fait qu'on assiste à des noyaux de famille qui explosent, avec des personnes d'un côté qui questionnent justement, qui remettent en perspective, et puis d'autres qui, on va dire, qui sont dans une peur terrible, sans finalement plus avoir la capacité de réfléchir. Il y a ce premier point que vous aviez évoqué, qui était la distraction. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on commence par la distraction ? Oui, on peut commencer par la distraction. Les médias en permanence bottent en touche les actualités qui sont dérangeantes pour le gouvernement et mettent en avant des écrans de fumée. Donc l'art de distraire le peuple, ça a toujours été un art que les gouvernements ont su utiliser. Si vous prenez Rome, on disait panem et circenses, du pain et du cirque. Finalement, quand on regarde l'histoire de la Rome antique, beaucoup de grands propriétaires fermiers avaient avalé les petits propriétaires qui étaient romains, donc ne pouvaient pas être mis en esclavage. Ils ont fini par habiter Rome, puisqu'ils n'avaient pas vraiment d'autres solutions. Et comment on pouvait canaliser ce peuple qui avait des raisons d'être mécontent ? Par les jeux de cirque, les gladiateurs, et puis on leur donnait le pain nécessaire. Voilà. Vous avez certaines régions, par exemple au Maroc, à Essaouira, on donne à la population la plus défavorisée le minimum vital pour qu'il n'y ait pas de révolte. Et donc, les gouvernements ont toujours su jongler entre le minimum vital qui évite les grandes révoltes, révolutions, et puis, effectivement, savoir botter en touche pour que ceux qui ont ne se posent pas la question de ceux qui n'ont pas. C'est vrai que vous me parliez tout à l'heure de ce fameux 1%. On se dit comment ça se fait, par exemple, qu'aux États-Unis, on arrive à contrôler autant de personnes, et dans le monde d'ailleurs. Quelle est finalement la recette miracle pour contrôler les gens avec la distraction quand on sait qu'il n'y a que 1% de personnes, enfin plus ou moins 1% de personnes, qui prennent ces décisions-là ? Il y a déjà le style de vie. Les gens, quand ils rentrent du travail, ils sont fatigués. Ils ont envie de se distraire, d'autant plus qu'on n'a plus vraiment de sens dans le travail qu'on fait. Donc, voilà. Ensuite, je pense que les gens ont décidé de démissionner, c'est-à-dire ils s'en remettent au pouvoir en leur faisant confiance. Et on voit bien qu'il y a une grasse crise de confiance actuellement vis-à-vis du gouvernement. Ensuite, la télé a fait intrusion dans nos foyers, et donc la télé distrait, voilà.
Et effectivement, le monde de la distraction avait été déjà, comment dirais-je, mis en avant dans les années 60. On s'était rendu compte que la société de loisirs, comment dirais-je, abêtissait, on peut le dire, l'esprit critique et amenait les gens à plus chercher un hédonisme que ce que les Allemands appellent un Gemeinschaftsgefühl, c'est-à-dire un sens communautaire. Vous avez parlé dans votre conférence aussi, on entend souvent le nom d'Edouard Bernays, qui bon, a amené on va dire, démocratiser enfin surtout donner accès aux femmes la cigarette. Alors c'est vrai que je sais que vous êtes nombreux les amis à connaître le CV d'Edouard Bernays, mais pour les personnes qui ne connaissent pas, on va dire ces grandes lignes. Est-ce que vous pourriez nous faire un rappel par rapport à ça? Parce que ça a énormément changé la façon de consommer aussi aux États-Unis et tout l'apport des médias. Oui, donc Edouard Bernays est le neveu de Freud. Il a émigré aux États-Unis et il a commencé sa carrière dans la publicité. La publicité, c'est l'art d'orienter le désir des gens. On peut dire que la publicité, c'est aussi un art de neutraliser l'intelligence des gens pendant quelques instants pour qu'ils puissent acheter quelque chose qu'ils regretteront après d'avoir acheté. Edouard Bernays, dans son livre principal, Propaganda, définit ce qu'il appelle l'orientation de l'opinion publique, qu'on a appelé par la suite la fabrique du consentement. C'est Noam Chomsky qui a utilisé cette expression de la façon suivante. La manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes à ranger des masses est important dans la société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. Voilà, tout est dit les amis. Voilà. Donc il fallait un gouvernement invisible, et là il est devenu visible, ce qui fait que l'ingénierie sociale est mise en difficulté, Et dans un autre ouvrage qui s'appelle L'ingénierie du consentement, écrit en 1955, il dit « Ceux qui comprennent la logique et le comportement d'un petit groupe peuvent manipuler les masses à leur insu et à leur goût. » Voilà, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, si vous comprenez comment fonctionne un petit groupe. Alors, le coup d'éclat d'Edouard Bernays, ça a été d'amener les femmes qui ne fumaient pas à l'époque. Fumer n'était pas accepté par la société. Fumer, c'était souvent associé à une femme de mauvaise vie. Donc, il a organisé une retraite au Lampion de femmes qu'il appelait les Brigades de la Liberté, qui revendiquaient, c'était l'époque des suffragettes, d'avoir des droits comme les hommes, et fumer était associé à la liberté. Ensuite, il a organisé dans les magazines des photos ou comme on disait à l'époque, des pin-up fumés. Les vedettes d'Hollywood se sont mis également à fumer, notamment Marlène Dietrich qui fumait avec un fume-cigarette. Et progressivement, fumer, c'était un signe d'émancipation pour la femme. Et effectivement, les sociétés de tabagie ont vu leur vente multipliée par 3. Voilà, Marlboro, etc. Il a aussi un rôle pour l'entrée en guerre des États-Unis, il me semble, non ? Oui, tout à fait. Il a réussi à changer l'opinion des gens et amener les États-Unis à rentrer dans la Première Guerre mondiale. Il a également manipulé l'histoire, puisque le petit déjeuner à l'américaine avec du bacon, etc., ça n'existait pas avant les années 20. On mangeait un peu à la française avec du pain, etc. Donc, il a réussi aussi à manipuler l'histoire. Et donc, le petit déjeuner à l'américaine, le déjeuner anglo-saxon, est devenu vraiment une identité culturelle. Et puis surtout, après, il a travaillé avec la CIA et le FBI pour déstabiliser certains pays, notamment les pays d'Amérique du Sud, et il a fait tomber des présidents pour installer à la place des dictatures. Voilà à peu près le CV d'Edouard Bernays, qui est passé de la publicité en passant par l'art de manipuler les opinions. Et il a très bien compris qu'il fallait maîtriser les médias. Et donc, il ne faut pas oublier que Goebbels, qui était responsable de la Propagandstaffel, a été un passionné d'Edouard Bernays. Et même Obama a été quelqu'un qui s'est extraordinairement inspiré d'Edouard Bernays. Mais il faut dire que Edouard Bernays lui-même a été inspiré par Gabriel Nardet, qui le premier, avec Gustave Le Bon,
s'est intéressé à la psychologie de foule. Et donc, pour Gabriel Tardet, quand on est dans une foule, on imite les autres et on perd en quelque sorte son libre arbitre. Il disait que l'imitation est un processus fondamental de la réalité sociale et c'est ce qui permet de transformer l'individuel en collectif. Et Gustave Le Bon, lui, va s'intéresser aussi à la psychologie de foule et il va se rendre compte que finalement, dans une foule, on est dans un état de suggestion hypnotique. Il parle même d'une sorte de personnalité collective. Et donc, c'est ce qui a inspiré Bernays, qui a prolongé les travaux de Gabriel Tardet et Gustave Le Bon pour en faire les bases de l'ingénierie sociale. Alors, le mot est fort, vous voyez, ingénierie sociale. Ah oui. Ingénieur, on mesure, on quantifie, et social, ça veut dire qu'on peut vraiment quantifier les mouvements sociaux, les opinions. Alors, ça a été renforcé grâce aux réseaux sociaux. On peut même se demander si les réseaux sociaux n'ont pas été créés et disons, stimulés par l'ingénierie sociale, de façon à pouvoir, avec des ordinateurs, des psychologues, avoir accès en temps réel aux opinions des gens et de changer les discours de façon à pouvoir amener les gens dans la direction que le gouvernement souhaite. Oui, il y a un état d'hypnose, on ne remet pas toujours en cause ce qu'on reçoit par l'information. Et puis, il y a un décalage, c'est-à-dire que les gens n'ont pas perçu que les médias étaient là pour les duper, pour les orienter, pour leur donner des informations qui sont tout sauf objectives et scientifiques. Et la télé, sa force, c'est qu'elle pénètre en nous. Vous voyez, si vous êtes dans un état micro-dépressif, vous aurez du mal à lire, mais vous pourrez regarder la télé vous envahit. Comment c'est possible, ça? Comment c'est possible qu'on n'arrive pas à décrocher quand on est devant la télévision, même si on est fatigué, alors que quand on ouvre un livre, on lit 2 pages et on tombe de sommeil? Je pense que ça agit sur des zones cérébrales différentes. Ça met les gens dans un état d'hypnose. On voit bien, les gens sont fascinés. Vous avez une télé qui est allumée, puis vous avez des gens qui mangent. On voit les gens qui veulent regarder. Il y a une fascination pour la télé allumée, comme les enfants sont fascinés. Si vous regardez un enfant, dès que vous allumez la télé, ça le fascine, quoi. Tous les dictatures ont compris l'importance des médias, alors au gré des évolutions technologiques, mais par exemple, si vous prenez l'ex-URSS, ils avaient compris la force du cinéma, les Chœurs de l'Armée Rouge, etc., qui étaient de formidables ambassadeurs pour la dialectique matérialiste de l'époque. Le culte de la personnalité, toutes ces choses-là jouent. Le cinéma, aux États-Unis, c'est pas simplement un art, c'est aussi un système politique. Et les Américains ont tout à fait compris, Hollywood a tout de suite compris l'avantage que pouvait constituer pour les États-Unis le cinéma. Ils ont fait venir les grands réalisateurs, Eisenstein, bien que communiste, est venu à Hollywood, et on a fourni aux Américains la grammaire cinématographique. Et c'est vrai que quand vous êtes dans une salle, dans le noir, avec des personnages qui sont plus grands que vous, il y a une espèce de régression. Et effectivement, vous n'avez pas du tout le même état de fonctionnement de votre cerveau. Vous êtes dans un état de suggestion hypnotique, comme dans la foule. Et à ce moment-là, on peut faire passer dans votre cerveau tout un tas d'informations qui vont s'imprégner, s'imprimer, former des empreintes. Alors, qu'est-ce que c'est la grammaire cinématographique? La grammaire cinématographique, c'est l'art d'influencer les spectateurs par les images. Vous voyez, si vous faites un gros plan, vous êtes trop proche de la personne, il paraît effrayant. Si vous êtes trop loin, ça n'attire pas le spectateur. C'est l'art de mettre l'image en adéquation avec le message que vous voulez faire passer. C'est ça, finalement, le cinéma, certains diront même c'est de la manipulation. Quand vous êtes au cinéma, on vous impose des plans. Quand vous êtes au théâtre, c'est vous le metteur en scène. Vous tournez la tête à gauche, à droite, vous regardez tel acteur plutôt qu'un autre, au gré de votre sensibilité. Au cinéma, vous avez des plans imposés. Donc, effectivement, le cinéma a joué un grand rôle. Regardez, par exemple, ça a été dénoncé par Franz Kafka, America, rapport de classe. Lui, il va aux États-Unis en étant persuadé que les États-Unis sont la méritocratie, qu'en travaillant beaucoup, on réussit. C'est faux. Donc, toutes les comédies américaines ont des comédies avec, pour les plus anciens, Cary Grant, Gary Cooper, James Stewart, ou même Clooney maintenant,
vous avez toujours le personnage sympathique qui l'emporte sur le... Regardez les westerns, c'est la lutte du bien et du mal. On trouve ça d'ailleurs, si vous regardez les élections américaines, il y a toujours un méchant et un gentil. Si vous regardez, ça a alterné. Bush était un méchant, Clinton était supposé être un gentil, Reagan était un méchant, Trump est un méchant, Obama avant est un gentil. Donc, si vous voulez, ils ont réussi à former une sorte de monde manichéen, dualiste, où aux États-Unis, quoi qu'il arrive, c'est le bien qui l'emporte. Et donc, celui qui a des ennuis dans les comédies américaines finit toujours par s'en sortir, et puis la morale l'emporte. Sauf que dans les faits, c'est pas vraiment ça. Certains vont jusqu'à dire que la vraie utopie, c'est le cinéma américain qui l'a créé. On n'a pas une vision réaliste des États-Unis, on a une vision qui vient des séries de télévisuelles, qui vient du cinéma, etc. Et donc, c'est tout ça qui nous a formés. Et ils ont tout à fait compris, parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça a été l'âge d'or des produits américains, que ce soit les cigarettes, le cinéma, la musique, le jazz, etc. Donc, ils ont réussi à envahir dans la tête des gens les valeurs culturelles américaines. Regardez le blue jean. D'après certains journalistes qui avaient fait des décomptes, nous passerions 14 ans de notre vie à regarder la télévision. Bon, c'est pas mon cas, hein, Philippe, parce que je la regarde depuis 15 ans. Mais c'est affolant quand on se dit que sur une vie, on peut passer 14 ans à regarder la télévision. Du coup, ce que vous nous dites aussi récemment, c'est que petit à petit, on a éloigné les jeunes de la politique. En fait, on les a complètement coupés de l'intérêt politique. Et vous nous dites, eh bien, si vous ne vous occupez pas de politique, eh bien, c'est la politique qui s'occupera de vous. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que la liberté, la démocratie, ça s'entretient. Un régime, quand il est installé dans une région, il n'est pas installé une fois pour toutes. Et on a aussi, on aurait beaucoup d'intérêt à relire Platon parce qu'il nous montre qu'il n'y a aucun régime qui soit stable. Si vous êtes, par exemple, en république ou en démocratie et vous n'y prenez pas garde, vous allez avoir des oligarches qui vont émerger. Et le pouvoir du plus fort financièrement opprime le plus faible. Donc vous allez basculer sur ce qu'on appelait autrefois la tyrannie, la dictature, qui elle-même aura des contradictions internes, et la roue de la révolution des régimes avance. Voilà. Donc une démocratie, ça s'entretient, comme la liberté, ça s'entretient. La citoyenneté, un citoyen doit être informé. Un citoyen non informé est un sujet, comme on était un sujet du roi. Il subit. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression, vous nous le rappelez aussi, qu'il y a plus d'identité de culture nationale. Et puis maintenant, il y a un petit peu deux univers qui se sont polarisés entre les nationalistes et les mondialistes. Là aussi, j'aimerais avoir votre avis sur cette nouvelle réalité qu'on vit. Parce que pour s'intéresser à un parti politique, déjà, il faut se dire que ça peut servir à quelque chose. Comme vous nous disiez justement, beaucoup de personnes vont rigoler, mais on ne va plus voter pour élire quelqu'un, mais pour éviter le moins pire, enfin éviter le pire ou contre quelqu'un. Oui, c'est toi juste. Et d'ailleurs, dès les premières années de la Révolution, le marquis de Condorcet, qui était mathématicien, avait vu ce paradoxe. C'est-à-dire que si on vote contre quelqu'un en choisissant le moins pire des candidats, et ça veut dire que le choix est restreint et on ne tient pas compte du peuple. Quant à Alexis de Tocqueville, on lui disait « Est-ce que vous ne croyez pas que le peuple pourrait voter des lois aberrantes ?» Il a dit « Le peuple votera comme on lui dira de voter. » Donc on est en train de se rendre compte qu'il n'y a jamais eu vraiment de démocratie parce qu'il y a un choix restreint. Alors pour répondre à la question, il y a deux types de façons de voir l'avenir. Il y a les nationalistes qui considèrent que l'État-nation doit rester, avec ce que ça comporte comme identité culturelle et les frontières, et puis ceux qui considèrent que la notion de nation est quelque chose d'obsolète, il faut aller vers la mondialisation. Et donc celui qui a le plus milité pour ça, c'est George Soros, qui a repris les travaux de Karl Popper, qui avait fait un remarquable ouvrage qui s'appelle « La société ouverte et ses ennemis », où il montre que une société totalitaire est une société fermée. Et donc, il militait pour une société ouverte. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que George Soros milite pour une société ouverte avec un dogmatisme idéologique. Donc, il est fermé au niveau de l'esprit et ouvert
au niveau de cette conception politique. Alors évidemment, vous comprenez que les gouvernements qui sont pour la disparition de l'État-nation ne vont pas défendre leur identité culturelle. Un président qui est persuadé que son État doit disparaître, il ne va pas défendre l'identité culturelle. Donc l'identité, elle passe par les philosophes, la littérature, les conteurs, l'art de manger, la cuisine, l'art de s'habiller, etc. Les chansons, tout ce qu'on n'a plus depuis quelques mois finalement. Hein. Ben voilà. Et alors c'est intéressant quand on veut faire science, c'est pas forcément mettre des équations, mais c'est avoir un fil de conducteur logique. Ben, si on regarde, qu'est-ce qui est frappé? Ben, deux pans de l'identité culturelle. D'une part, tout ce qui est librairie, musée, théâtre, etc., ce qu'on pourrait appeler la culture, et les restaurants qui font aussi partie de l'identité culturelle. Parce que quand on va dans un pays, la première chose qu'on voit, c'est une autre façon de manger. Si vous allez au Moyen-Orient, vous n'avez pas à manger comme on mange ici. Donc, je veux dire, la culture est un prolongement de son identité culturelle. C'est une vision du monde, une façon de concevoir un mets. Si vous allez au Brésil, par exemple, on met tout dans une même assiette. Et puis les gens vont se servir ensemble. En France, c'est assez intéressant, on a l'entrée, le plat principal, le dessert, vous voyez, c'est séquentiel. C'est pas du tout comme au Brésil où on considère qu'on met tout dans l'assiette et chacun va manger en fonction de son appétit et il commencera peut-être par le dessert, pourquoi pas. En France, c'est bien séquentiel. Vous voyez, Philippe, il y a une phrase qui me vient là, qui a été dite récemment par le président Macron, que vous avez en France, qu'il fallait revenir au plus vite à l'art de vivre à la française. Hein. Et c'est quand même bizarre parce que d'un côté, tout est fermé, tout est bouclé, il n'y a plus de restaurants, d'ailleurs, ils sont toujours fermés. Et puis d'un autre, on a une autorité qui nous dit il faut revenir à l'art de vivre à la française. Est-ce qu'on peut parler de dissonance cognitive là-dedans? Ah, tout à fait, c'est une dissonance cognitive. La dissonance cognitive est une arme de choix de l'ingénierie sociale. Quand un individu est soumis à deux logiques qui s'opposent dans son champ de perception, il est obligé d'en éliminer une. Et généralement, il va éliminer celle qui est partagée par le plus petit nombre. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on le pointe comme complotiste. Alors, pourquoi on a peur d'être qualifié de complotiste? Ben parce que tout simplement, dans la pyramide des besoins de Maslow, Abraham Maslow, c'est un psychologue qui a essayé de voir les besoins qui sont inhérents à tout individu. Bon, on a besoin de manger, de dormir, d'avoir un toit pour avoir la possibilité d'être sécurisé quand on dort. On a besoin d'amour et d'appartenance. On a besoin de sécurité. La sécurité vient avant l'amour et l'appartenance. Après, on a besoin d'estime de soi et de réalisation de soi. On peut dire qu'une société réussie, c'est une société qui va nourrir tous les étages. Si une société ne permet pas à ses citoyens d'avoir une estime de soi, c'est pas une société dont le but est l'épanouissement collectif. Vous voyez ? Et c'est malheureusement le cas de la France, où souvent les gens sont mis en mauvaise estime d'eux-mêmes. Alors, la pire des punitions dans les sociétés traditionnelles, c'est quand on est chassé du groupe. Mais quand on est désigné comme étant un complotiste, le troisième étage de la pyramide des besoins de Maslow est touché. Le besoin d'être dans une appartenance, que ce soit la famille, que ce soit la nation, que voilà, on fait plus partie du sens commun, on n'est plus dans le socialement correct. On devient un hérétique, on devient une sorte de SDF de la pensée. Et donc, à partir de là, le rideau se ferme et c'est terminé. C'est comme si vous deveniez un lépreux ou un pestiféré, quoi. Vous avez émis des propos complotistes. Ben, tout simplement, c'est un questionnement. Être complotiste, c'est se questionner, et ça, c'est l'art du logos. Questionner les bien-fondés des mesures gouvernementales en France, questionner le bien-fondé de tel ou tel traitement, questionner les bien-fondés d'un reset économique, questionner le bien-fondé de fermer les restaurants, etc. Ça fait partie de l'équilibre de l'esprit. Ça fait partie du logos. Donc, en fait, quand on est en dissonance cognitive, eh bien, si on n'est pas conscient de notre notre mode d'emploi cérébral, hein, on va résumer ça comme ça, on va choisir l'option la plus communément adoptée par les autres pour faire partie du troupeau et être reconnu par les autres, c'est ça, hein? Oui, faire partie du groupe. On parlait du groupe. On pourrait dire qu'on a deux psychologies, une psychologie individuelle et une psychologie de groupe. Et on a besoin des deux.
Et donc, si à un moment donné, on vous déclare complotiste, ça arrive dans beaucoup de familles, tu es complotiste, donc ça crée des tensions dans la famille, on n'appartient plus au groupe. Et à ce moment-là, la psychologie individuelle est en tension. Et donc, une façon de résoudre cette tension, bah, c'est d'éliminer ou de s'auto-censurer, ou d'aller vers une pente naturelle qui est la pédagogie qu'on donne aux gens, hein, puisque finalement, on peut faire... Il y a un vrai paradoxe à faire. J'ai essayé de comprendre. J'ai des amis qui sont super diplômés, et j'ai des gens qui n'ont aucun diplôme. Notamment, j'en ai un que je salue, un cafetier, et son degré d'analyse est supérieur à des amis qui sont largement diplômés pour avoir une analyse avec discernement. Ben, tout simplement parce que le degré d'appartenance fait qu'ils sont à une certaine échelle, c'est ce qu'on appelle la notion d'habitus, et ils ont peur que l'effondrement social ne remette en cause leur position. Ensuite, quand on est monodisciplinaire, ben, je pense qu'on a du mal à analyser la situation. Donc, cette critique, Georges Bernard Shaw l'avait déjà fait, puisqu'il disait, à force de connaître tout sur rien, on finit par connaître rien sur tout. Connaître tout sur rien, ben, c'est le cas du spécialiste. Alors, c'est vrai que ça fait partie des points qui sont dans les 10 points. Et merci d'en parler parce que on se dit, moi je me suis posé la même question que vous, hein. Comment ça se fait que des personnes qui quand même sont normalement, on va dire, d'un degré d'éducation avancé, se retrouvent à faire les perroquets sans juste questionner déjà. Ça ne veut pas dire affirmer, mais poser des questions. Donc, ça serait lié au degré d'appartenance, la peur de perdre. Voilà, la structure politique les a mis à un certain niveau, donc critiquer ces structures, ça serait en quelque sorte remettre en cause la cohérence qu'ils éprouvent en étant à la position où ils sont. Donc voilà, et ensuite souvent ce sont des gens qui sont monodisciplinaires, hein. C'est pas parce que on sait manier des équations, on a une certaine habilité expérimentale qu'on a du discernement, c'est deux choses différentes. Donc moi, mon parcours pluridisciplinaire m'a amené à me poser des questions. Vous voyez, j'ai appris la physique théorique, donc ça m'a donné une idée de la rigueur. Ensuite, bah, quand j'ai été dans la biologie, je me suis rendu compte que des gens, quand ils parlaient de la santé, il y avait vraiment un clivage. Vous avez des gens qui, vous prononcez médecine alternative, c'est terminé, vous devenez un hérétique. Donc ça m'a amené aussi à voir la rationalité aussi des gens. Vous voyez, par exemple, vous allez au Brésil. Si vous êtes pluridisciplinaire, les gens trouvent ça intéressant. En France, vous êtes suspect. Et je me souviens d'un ambassadeur qui m'avait traduit à Brasilia. Il était professeur d'économétrie. Alors, vous savez, le Brésil, il y a toutes les rationalités réunies, quoi. Donc, après la conférence, je l'invite au restaurant. Et là, il enlève sa cravate. Il me dit, maintenant, passons aux choses intéressantes. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur les extraterrestres? Donc, moi, j'ai fait un bond. Vous voyez, à l'époque, voilà. Et puis alors, il me dit, bah, ce soir, je fais tourner les tables, on fait un hommage à Allan Kardec. Et donc là aussi, je fais un bond. Puis à la fin, il me regarde un peu triste et il me fait, bah, si vous voulez, demain, je donne un cours d'économétrie à l'université de Brasilia, c'est plus dans vos cordes. Bah. J'aimerais vous demander une chose que j'avais notée, et ça concerne les médecins, là, parce qu'on a parlé quand même brièvement d'appartenance à un groupe. Et il se trouve que beaucoup de médecins m'ont appelé depuis le début de cette crise pour se plaindre et me faire part de leurs questionnements, de leur colère, sans oser prendre la parole publiquement par peur d'être chassés du groupe. Et j'aimerais juste que vous nous disiez quelle est votre vision de la prochaine révolution en ce qui concerne les postes de médecins. Est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de machines maintenant et d'évolution, de révolution, etc., avec toute cette intelligence artificielle, est-ce que les médecins, parce que bon, maintenant, il y en a beaucoup qui ont peur d'être chassés du groupe, mais est-ce que le métier de médecin, selon vous, va être toujours d'actualité dans les prochaines années? Non. Non, j'ai été en relation, je tairai son nom, avec un professeur de bioéthique à Lyon 3. On a beaucoup échangé et il me disait que finalement, les ordinateurs sont capables de remplacer les médecins. Donc on peut envisager, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais on va se connecter sur Internet dans un futur relativement proche, si effectivement on va dans cette direction. Il y aura un logiciel qui vous dira, vous avez tant de probabilité d'être malade. Donc maintenant, on a des robots qui sont capables de lire une ordonnance et de sélectionner le médicament que le patient voudrait avoir. Donc, plus besoin de pharmacie. Et puis, à la limite, vous cliquez et il y a un drone qui vient vous livrer. On vous dira que vous pourrez vous
être en consultation 24 heures sur 24. Et voilà, le but, c'est peut-être de faire moins de mémoire, parce que le médecin est quelqu'un qui appuie beaucoup sur la mémoire et plus d'intuition et de clinique. La médecine est un art. Il faut qu'elle retrouve son art, et pour qu'elle ait cette dimension artistique, il faut qu'il y ait des artistes. Donc autrefois, quand on passait à l'internat, il y avait une épreuve redoutable qui était l'épreuve clinique. Maintenant, ça se fait à coup de QCM. Et je trouve que les médecins devraient reprendre, parce que ce sont des gens intelligents, mais effectivement, avec une telle formation, au bout d'un moment, on finit par se transformer en robot. Donc, c'est effectivement, si un médecin est surtout sélectionné sur sa mémoire, un ordinateur est beaucoup plus performant, vous voyez. Et ça pose une autre question, c'est-à-dire que on voit bien que le plan, c'est de faire en sorte que les technologies, donc l'infosphère, aillent de plus en plus vite, de façon à ce qu'on soit en infériorité vis-à-vis de cette infosphère, et la tentation est grande de doper les gens. On est dans un système qui va de plus en plus vite, quoi. Et quand on arrivera aux ordinateurs quantiques, la vitesse de l'influx nerveux, c'est 100 mètres par seconde, et la vitesse de la lumière dans un ordinateur quantique, ça sera 300 000 km à la seconde. Il y aura un rapport 3 millions. Donc toute la problématique qui va se poser à l'humanité, est-ce qu'elle va être en mesure d'accepter que la machine, au sens symbolique du terme, la dépasse, ou elle voudra être rehaussée au niveau de la machine au risque de perdre son autonomie humaine et sa souveraineté humaine et de devenir une sorte de cyborg. Et le problème, il est là, quoi. Donc, il y a des tas de professions. Si vous lisez le rapport du World Forum économique Klaus Schwab, on vous dit que d'ici 30 ans, 85% des professions vont disparaître. Hein. Conseillers financiers dans les banques, médecins, pharmaciens, hôtesse d'accueil, professeur d'université. On peut très bien envisager que l'élève choisisse le professeur qui lui fera cours. Ça sera un robot. Est-ce que vous voulez un homme, une femme, jeune? Est-ce que vous voulez les cheveux frisés? Enfin, une option, quoi. Et on vous dira que c'est beaucoup plus agréable pour l'étudiant et ça participe à sa capacité de mieux apprendre. Alors, il y a quand même quelque chose qui fait froid dans le dos, Philippe. C'est quand vous mentionnez Laurent Alexandre, qui, effectivement, nous dit que dans quelques années, dans un entretien d'embauche, on va vous poser une question. Laquelle? Oui. Est-ce que vous avez une valeur ajoutée par rapport à la machine, au robot ou à l'ordinateur? Et si la réponse est non, vous ne serez pas embauché. Et vous comprenez, c'est logique que si effectivement 85% des métiers vont disparaître, il faudra bien, comme à Rome, donner un minimum. Et le minimum, c'est le revenu universel. Et le revenu universel, dans un monde où il n'y aura plus de travail, c'est une forme d'esclavagisme, mais en inverse, c'est-à-dire qu'on l'oublie, quand on paye des impôts, finalement, c'est comme si on avait engagé un gouvernement. Mais là, c'est vous qui serez employé du gouvernement. Donc, avoir la subsistance, il y aura forcément des contraintes. On dit souvent que la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Donc, les contraintes, ça peut être la vaccination obligatoire, etc. Donc, c'est des potentialités. On va faire une émission sur cette notion de potentialité. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais il faut avoir conscience de la logique, vous voyez. À partir du moment où vous voyez une logique se mettre en place, c'est sûr que la machine est en compétition avec l'homme. À partir du moment où on a introduit des objets jetables, vous voyez quel est le problème qui se pose, y aura-t-il des hommes jetables? C'est-à-dire des hommes qui auront une durée de vie limitée. Ça pose tout un tas de problèmes. Alors évidemment, Laurent Alexandre, c'est assez effrayant. Il voit des dieux, lui. Voilà, je n'ai pas trouvé très très pertinent son discours. Il parle d'un homme qui vivrait plus de 2 siècles, qui est déjà là, on l'attend. Vous avez Kevin Warwick qui s'est fait installer une puce dans son cerveau. Il est tout content parce qu'il peut ouvrir son garage ou son ordinateur. J'ai envie de dire chouette. Ok. Il nous annonce qu'on aura accès à la télépathie depuis 15 ans. Il n'y a pas eu accès à la télépathie. Et je voudrais dire que finalement, il faut faire attention parce qu'on risque d'avoir une compétition avec l'ordinateur. Et effectivement, si on va jusque dans la logique, un ordinateur, ça s'utilise. Quand il est obsolète, on le supprime. Et donc, on n'aura plus du tout la notion d'humaine nature. Ça pose aussi une question sur l'accès aux pièces. Hein. Je suis quelqu'un de très pragmatique, Philippe. Si on a une puce pour s'upgrader, on va dire, pour se donner un upload, un plugging incorporé, ça veut dire qu'on dépend du fournisseur de la pièce. Si elle est défectueuse, il faut quand même la changer. Effectivement, on est plus souverain de son propre corps au final.
Ben, c'est le but, hein. On propose dans le World Forum économique de pouvoir changer les organes, mais moyennant votre code génétique, et donc votre corps vous appartiendra plus. Et puis, il y a une dépendance au secteur privé, comme il y aura une augmentation de la fracture sociale. Si vous avez des gens qui peuvent vivre plus longtemps que la moyenne, qui ont une intelligence découplée, une force découplée, on retrouve la mythologie. Il y aura les dieux, les demi-dieux et les mortels. Alors, vous voyez bien, c'est un peu logique. On voit bien que ni Facebook, ni tous les géants du net, le GAFAM, sont connus pour leur humanisme. Je vois pas pourquoi subitement ça changerait. Donc, ça va être une histoire de commerce. Et puis, si la pièce, on a décidé de plus la produire, vous pourrez pas changer votre organe. Donc, c'est tout un questionnement. On joue sur la peur numéro 1 des gens, qui est la peur de la mort. Et donc, on leur propose l'immortalité. On revient sur les mythes qu'on trouve depuis l'épopée de Gilgamesh, le premier roman sumérien, où Gilgamesh essaye de trouver le secret de l'immortalité, et on tourne autour de ça. D'ailleurs, la pandémie joue sur ça, la peur de mourir et la peur fondamentale, princeps, comme on dit, de l'homme, qui est sa propre mort. Et c'est vrai que dans les médias, depuis le mois de mars, en tout cas en Europe, on a été inondé d'images qui nous ont fait peur. On a vu des Chinois tomber dans la rue comme des mouches à Wuhan. On a vu des mises en scène très difficiles émotionnellement à tenir. Hein. Ça a fait aussi appel à notre culpabilité. On y reviendra parce que ça fait partie des prochains points. En tout cas, aujourd'hui, on a pu parler du divertissement. Vous nous avez parlé du pain et des jeux. Donc, on remplace en 2020 le pain par un revenu universel potentiel. À voir, ça fait partie des choses à envisager. Merci Philippe. La prochaine fois, on se verra pour parler, entre autres, de la notion de créer un problème pour mieux le résoudre. Oui. Ça, c'est très intéressant, les amis. Je pense que vous allez pouvoir digérer tranquillement tout ce que vous a expliqué Philippe. C'est passionnant, en tout cas.